Bienvenue dans la matrescence, vous écoutez l'épisode numéro 32 de la saison 2. Bonjour à tous et bonjour à toutes. La matrescence, c'est la contraction du mot maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère. Et si vous voulez en savoir plus, il suffit d'écouter le premier épisode. Dans ce podcast, on parle du postpartum, du 4e trimestre, de la joie d'être parent, mais de ses difficultés aussi. Bref, on parle de la vie. La matrescence met en avant des femmes et des hommes qui racontent, expliquent et donnent une autre définition à la parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, la créatrice de ce podcast. Je suis journaliste de formation, dans le sport, à la télé, rien à voir, mais je suis aussi professeure diplômée de yoga pré- et postnatal. Et puis surtout, je suis maman d'une petite fille d'un peu plus de 2 ans, Ella. Maman, papa, t'aimes? La matrescence transforme la vie des mères, des pères, mais surtout des familles dans leur ensemble, alors parlons-en. Ici, pas de tabou, je vous propose une conversation intime, remplie d'émotions et d'informations. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et le must, à mettre 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous écoutez. Dès mercredi 5 février, je vous le rappelle, sortira une nouvelle rubrique. Si vous ne l'avez pas vu passer sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou Instagram, allez-y. Je vous propose tous les premiers mercredis du mois un épisode de questions et réponses où une ou un expert répondra à vos questions. En février, c'est Héloïse Junier, psychologue, invitée de l'épisode 26 d'ailleurs, qui sera la première ambassadrice de la matrescence et elle sera à votre service. Cela faisait longtemps que je voulais aborder un thème qui me semble primordial, le sommeil de nos enfants. Florence Pinon a créé Bébé au calme il y a 2 ans. Elle a été formée au Canada. D'ailleurs, il y a des restes d'accent québécois, vous le verrez, et elle accompagne de nombreuses familles pour les aider lorsque le sommeil pose problème. Dans cet épisode, on parle du rythme de nos enfants et de ce qu'on peut mettre en place pour trouver une harmonie qui convienne à toute la famille. Ici, il n'est pas question de méthode, de laisser pleurer bébé, mais bien de comprendre ce qu'il se joue avec nos enfants. Le sommeil de 0 à 6 ans, c'est toute une histoire, alors bonne écoute. Bonjour Florence. Bonjour. Merci beaucoup de me recevoir chez toi. Tu as créé ce qu'on appelle une association. C'est une association, Non, c'est une micro-entreprise. Une micro-entreprise, Bébé au calme. Exactement. Je disais une association parce que je regardais sur le site, mais non, c'est ton entreprise. Oui. Et donc, on va parler de sommeil, évidemment. Mais d'abord, une petite question, est-ce que tu es maman ? Oui. Et est-ce que tu as eu la sensation, quand tu as eu tes 2 enfants, d'un gros chamboulement dans ta vie ou d'une sorte de matrescence ? Oui, ouais, ça a été... j'ai eu 2 bouleversements, en fait, pour chacun de mes enfants. J'ai un grand garçon qui s'appelle Charlie, qui va avoir 9 ans au mois de février. Et donc, quand j'ai accouché, j'avais 25 ans. J'étais jeune. Et donc, en fait, j'étais pétrie de bonnes intentions. Et finalement, c'est vrai que mon accouchement s'est déroulé de la manière dont il s'est déroulé. Et avec le recul, maintenant, je comprends que j'étais un petit peu dépossédée de mon accouchement. Et finalement, après, je me suis sentie extrêmement seule avec cet enfant dans les bras. C'était vraiment un enfant dont il fallait que je m'occupe. C'était pas mon enfant. C'était un enfant. Il fallait que je lui apporte tous les soins de base. Mais l'attachement, il a été compliqué. Et les premiers mois ont été très, très rudes. Et j'ai de la chance d'avoir un mari qui était à la maison. Il n'a pas repris le travail après 11 jours. Il a été licencié, c'était pas très drôle non plus, mais au moins il était là. Et ça a été une grande chance pour moi, je le sais maintenant, parce qu'il m'a vraiment soutenue. Et j'ai fait ce travail toute seule. Aujourd'hui, je me dis que j'aurais dû aller consulter des professionnels, j'aurais dû me faire aider et je ne l'ai pas fait. Et je m'en suis sortie au bout de plusieurs mois. Je me suis vraiment sentie maman, c'est devenu mon petit garçon à moi et je l'aime plus que tout. Mais aujourd'hui, je sens qu'il y a encore un reste de culpabilité de tout ça qui n'est pas toujours évident à gérer. Et puis ensuite, j'ai eu ma petite fille, ma petite Rose, qui va avoir 5 ans au mois d'avril. Et là, autant mon accouchement, il s'est déroulé comme je l'imaginais, je me suis attachée à elle tout de suite et ça a tout de suite été un grand amour. Autant, c'est une petite fille et ça m'a fait remonter des souvenirs à moi de petite fille que j'avais complètement enfouis. Et en fait, maintenant, je me rends compte que j'ai un autre travail à faire par rapport à ça. Et il faut que je gère mon traumatisme à moi, mes traumatismes à moi, en fait, d'enfant par rapport à tout ça. Mais ouais, il y a eu des gros changements, ouais, tout à fait. Ouais, et puis c'est marrant, à chaque fois, je trouve, de comprendre que chaque accouchement déclenche, chaque naissance d'un bébé déclenche d'autres choses, en fait. C'est jamais la même chose. Et puis, pour le premier, le bouleversement que j'ai connu, moi, pour ma fille, mon mari l'a connu
pour le premier. C'était un garçon et ça a fait remonter beaucoup de choses en fait chez lui, de son enfance à lui et on en a parlé longtemps. On a eu de longues soirées de discussions sur moi quand j'étais petit, j'ai connu ceci, j'ai connu cela. Enfin voilà, c'est marrant comme quoi les papas aussi, ça c'est sûr. Ça les touche Mais énormément. c'est bien, ça veut dire que chacun, vous avez eu votre, votre moment pour vous. Ouais, c'est un peu comme une mue en fait. On se sent muet. Ouais, je suis d'accord, c'est vrai. C'est bien, on devient des papillons. C'est joli. Ouais, c'est ça, c'est joli, il faut voir ça comme ça. Alors, tu étais en région parisienne et puis vous avez tout quitté, vous êtes parti au Canada. Ouais. J'en ai un peu parlé dans un épisode avec ma maman. Le Canada a une approche vraiment particulière avec les enfants. Tout à fait. On peut le dire, c'est des modèles, ils sont en avance sur nous. Tu peux nous expliquer en quoi ça a changé ta vie ou ta vision ? En fait, déjà, on est parti, ça n'avait rien à voir avec ça. On est parti parce que mon mari a trouvé du travail là-bas. Et en fait, quand on est arrivé, mon grand avait 4 ans, la petite avait 6 mois. Et en fait, c'est vraiment avec le grand, dans les squares, dans les parcs, que parfois, non, mais viens ici, fais pas ci, fais pas ça. Et en fait, quand j'ai senti Toi, le regard, tu disais ça ? ouais, moi, je disais ça. Et j'ai senti le regard des autres sur moi. Je me suis dit, ok, d'accord, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et je me suis sentie terriblement mal. Et en fait, j'ai découvert cette approche-là tellement bienveillante. Les Canadiens sont pleins d'amour pour leurs enfants. Et puis, avec la garderie et puis le passage à l'école, les instituteurs ont une relation qui est incroyable avec les enfants. Ils n'hésitent pas à leur dire qu'ils sont beaux, qu'ils sont bons, qu'ils les aiment, que ce sont des champions. Tout est dans la valorisation positive, en fait. Et on ne souligne pas le négatif comme on peut le faire ici, mon Dieu. Et en fait, j'ai trouvé ça tellement beau. Et oui, aujourd'hui, moi, je vois la différence entre mon garçon et ma fille, parce que malheureusement, c'est lui qui a essuyé les plâtres, hein, faut dire ça comme ça. Et avec Rose... on voit la différence de comportement, en fait. On voit qu'il y a énormément de choses qui sont différentes et la relation n'est pas la même et ça devient naturel. Et quand on revient en France, on se dit « Oula, mon Dieu, ils sont durs, les Français, avec leurs enfants !» Donc non, ça fait du bien. Ça fait du bien. Et donc, toi, t'es partie au Canada, tu étais déjà dans la branche, tu t'occupais déjà du sommeil, du tout. D'accord, absolument vraiment, pas. ça C'est quelque a chose changé ta vie. Ah, complètement. C'est quelque chose que j'ai découvert. En fait, moi, j'étais interprète en langue des signes. Donc ça n'a rien à voir. Ouais, c'est un autre métier qui on a fait un épisode tout aussi intéressant. Oui, j'ai vu ça. En plus, tu as dit langue des signes, c'est super parce qu'on a tendance à dire langage des signes, ça me hérisse le poil. Et en fait, arrivé là-bas, j'ai pas pu continuer à travailler tout simplement parce que c'est pas la même langue des signes. Hein. C'est une autre langue. Voilà, c'est la langue des signes québécoise. Et puis j'avais ma fille qui avait 6 mois. Et puis pour Charlie, j'étais obligée de reprendre le travail à 2 mois et demi. Hein. J'avais le congé maternité de base. Et donc là, je me suis dit, ok, je vais prendre le temps, je vais m'occuper de ma fille. Et donc, elle ne dormait pas. Elle se réveillait 3, 4, 5 fois par nuit pour téter. Donc, je me levais autant que nécessaire. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai fait une rencontre qui, elle, m'a changé la vie. Une Québécoise qui s'appelle Marie-Pierre Villeneuve, qui est la fondatrice de Bedaine Urbaine, qui est une des spécialistes vraiment sur le sommeil au Québec. Et qui m'a dit, mais tu sais, il y a des choses que tu peux mettre en place pour aider ta fille à dormir. Et au départ, j'étais très sceptique. Je me suis dit, ouais, ça c'est de la mystification, c'est pas vrai. Si on savait qu'on peut mettre en place des choses pour aider nos enfants à dormir, on le ferait. On nous laisserait pas comme ça dans notre galère pendant des années à ne pas savoir comment faire pour aider nos enfants à dormir. Et en fait, finalement, j'ai découvert ça et je me suis dit, mon Dieu, mais si, il y a tellement de choses à connaître, tellement de choses qu'on peut mettre en place. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Ma fille, derrière, a bien dormi. Et je me suis dit, OK, on arrête tout. Maintenant, c'est ça que je veux faire. Oh, c'est génial d'avoir cette révélation. C'était une vraie vocation. Ah, ouais. Et donc, qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans ta formation ? Déjà, toutes les connaissances qu'on peut avoir autour du sommeil qui sont absolument pas communiquées aux parents. Parce que, en fait, à partir du moment où on sait comment fonctionne le sommeil de l'enfant, ça nous permet déjà de prendre énormément de recul, de dégager cette culpabilité qui nous bouffe la vie et de savoir, OK, ce qu'on peut mettre en place, en fait. Et de savoir toutes ces choses-là, ce sont surtout justement ces connaissances, parce que des méthodes pour faire dormir les enfants, ça c'est encore autre chose, mais de comprendre comment ça fonctionne, ça j'ai trouvé ça vraiment enrichissant, parce que on arrête cette idée de l'enfant manipulateur, de l'enfant pervers, de l'enfant qui fait exprès, qui nous pourrit la vie, de l'enfant roi, de cette espèce de relation dominant-dominée entre le parent et l'enfant, et de comprendre tout ça, c'est une vraie révélation. Et ça, toi, t'avais été élevée comme ça, en fait ? Moi, j'avais été oui et non, parce que j'ai une maman qui a toujours été bienveillante et qui a réussi à mettre en place une relation de confiance avec moi et mes frères, et c'est vraiment ça que je veux reproduire avec mes enfants. En revanche, mon papa, c'était le patriarche, quoi. Et mon papa, quand je l'entendais m'appeler, je me disais, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ? Je vais me faire gronder, et ça loupait pas. Et donc voilà, il y a eu
petits moments un peu moins drôles comme ça. Mais j'ai eu un peu les deux, on va dire ça comme ça. Ouais, non, mais c'est pas facile de se défaire de son schéma familial. Hein. C'est ça, c'est dur. Ouais. Et donc, j'imagine que quand t'as appris plein de choses sur le sommeil, tu t'es dit, mais c'est pas possible, pourquoi personne sait ça? Mais vraiment, je me suis dit, mais il faut que je transmette ça, il faut que je transmette ce message. Donc, tout de suite, t'as commencé à travailler J'ai commencé à travailler avec Marie-Pierre. J'ai appris plein de choses sur le tas. Et c'est une femme qui est passionnante, elle est incroyable. Et puis elle a cette espèce justement d'énergie propre aux Québécois, extrêmement positive, extrêmement pleine d'amour, extrêmement bienveillante, parce que c'est pas qu'avec les enfants, les adultes aussi sont comme ça entre eux et ça fait du bien. Et donc en fait finalement après j'ai voulu suivre la formation, vraiment donc avec Bedaine Urbaine et après j'ai voulu continuer ça par moi-même parce que finalement on a décidé de rentrer en France pour d'autres raisons et donc j'ai voulu continuer ça en France. Alors si on rentre concrètement dans le sujet du sommeil, pour poser les bases, pour un sommeil serein, qu'est-ce qu'il faut en priorité? Il faut que les parents soient sereins. C'est dur de se dire ça. Ouais, je sais, c'est dur. C'est ce que je dis aux parents avec qui je travaille. En fait, le plus dur, c'est de réussir à lâcher prise, en fait. Parce que concrètement, le sommeil, ce qui nous stresse dans le sommeil de nos enfants, c'est la société. C'est qu'il y a des injonctions. Que arrivé à 3 mois, 4 mois, ton enfant doit faire ses nuits. Ce n'est pas vrai. Et c'est pas possible surtout. C'est pas possible. Il ne peut pas faire ses nuits. Et puis faire ses nuits, qu'est-ce que ça veut dire en plus ? C'est une notion qui est propre à chacun. Donc la première chose, c'est de réussir à lâcher prise et accepter les choses telles qu'elles sont en fait. Un enfant se réveille la nuit. C'est normal. Il en a besoin. C'est physiologique et c'est normal. À partir du moment où on accepte cette idée-là, ok, déjà on y va plus cool. Et puis forcément, son enfant, il est plus cool aussi. Et puis de fait, il dort mieux. Mais il y a quand même des gens qui sont assez cool et dont les enfants, ou en tout cas qui ont accepté cette idée que le sommeil de l'enfant jusqu'à 6 ans, on va le dire, n'est pas acquis. Exactement. Voilà, le cerveau ne peut pas jusqu'à 6 ans. Et qui sont quand même confrontés. Et puis la fatigue qui s'accumule pour les parents, c'est ça qui est le plus dur à gérer en fait. En fait, après, ça... Tout est une question d'habitude. C'est-à-dire que, sans parler des cas d'enfants qui souffrent de syndrome de Kiss, il y a plein d'états de santé qui font que derrière, ça joue sur le sommeil. Les plus courants, ça va être les reflux. Les reflux, c'est terrible. RGO. L'allergie, le RGO. L'allergie aux protéines de lait de vache, ça, mon Dieu, ça touche. Mais c'est incroyable le nombre d'enfants que ça peut toucher. Ça provoque des réveils nocturnes. Tout ce qui est apnée du sommeil, des choses comme ça, ça provoque des réveils nocturnes. Le syndrome des jambes sans repos, le syndrome de Kiss. Il y a énormément de choses qui vont provoquer des réveils nocturnes. Une fois qu'on a éliminé tout ça, qu'on est sûr que son enfant il est en bonne santé, après, c'est une question d'habitude qui ont été mises en place. Et alors là, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises habitudes. Ça, c'est vraiment quelque chose, c'est une idée qu'il faut absolument éradiquer. Les habitudes, ce sont les parents qui les mettent en place parce qu'elles conviennent à un moment donné. Et le jour où elles ne conviennent plus, on les modifie. Et c'est souvent là où ça devient difficile. Parce qu'on met en place des habitudes qui sont nécessaires à un moment donné et après on ne sait plus quand est-ce qu'elles sont nécessaires, plus nécessaires et on se retrouve un petit peu coincé dans certains cas où on ne sait plus trop comment faire pour se défaire de ça. Et puis ce qui était vrai la veille n'est pas forcément vrai le jour même. Tout à fait, l'enfant grandit, il évolue et puis il y a des régressions du sommeil qui arrivent à certains âges qui sont physiologiques, qui sont normales et puis on se dit mon Dieu mais ça fonctionnait puis ça ne fonctionne plus, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est physiologique, c'est normal, ça va passer, faut pas s'inquiéter. Mais après, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place justement selon les difficultés que peuvent rencontrer les parents. Alors, par exemple, quand un nourrisson naît, il sait pas faire la distinction jour-nuit, c'est ça ? Non, exactement. C'est quelque chose qui s'acquiert au bout de 4, 5, voire 6 semaines de vie. Oh oui, ça va alors. Oui, relativement vite. Oui. Ouais. C'est pas... Donc, si un bébé fait beaucoup de siestes la journée, enfin ce qu'on considère comme une sieste, mais lui, en fait, c'est sa nuit. Oui, en fait, tout est une nuit, en fait, pour un nourrisson. Donc, il n'y a pas d'inquiétude après 6 semaines. Si après 6 semaines, ça continue... Si après 6 semaines, en fait, là où il faut faire attention, c'est que, donc, arrivé aux alentours de 6 semaines, l'enfant est supposé dormir davantage la nuit que la journée. Si c'est pas le cas, c'est qu'il y a confusion jour-nuit. Et donc, à ce moment-là, il faut faire attention. On peut mettre en place des petites choses. Qu'est-ce qu'on peut faire Alors, pas le réveiller, parce qu'on ne réveille pas un enfant qui dort. Jamais. En revanche,
être un peu plus stimulant en journée, favoriser les promenades, les sorties, la lumière du jour, justement, les découvertes. Évidemment, quand il est fatigué, on va le laisser s'endormir, mais voilà, on va le stimuler davantage la journée que la nuit. Et puis, on va justement faire en sorte de faire la différence avec le jour, la lumière, et donc le noir la nuit, le silence également la nuit. Et puis, donc, une sieste, on la laisse jour ou fenêtre ouverte, quoi. Je veux dire, on peut simplement tamiser un petit peu la lumière, mais pas dans le noir total. On continue à vivre. Pareil, on n'est pas dans un silence de moine, absolument pas. Pendant la sieste. Oui, on va peut-être pas passer l'aspirateur à côté de bébé qui dort. Et encore, voilà. Moi, j'ai des parents qui me disent, sous la hotte de la cuisine, ça fonctionne super bien. Oui, je comprends. À 2h du matin, la hotte de la cuisine, c'est un peu plus contraignant. Mais en tout cas, voilà. Ça, on peut mettre ces petites choses-là en place. Après, c'est en général quelque chose qui se fait assez naturellement. Et on parle aussi, non ? J'imagine d'expliquer, de dire... Bien sûr, oui. On parle. C'est très important de parler à son enfant dès la naissance, en fait. De discuter avec lui, de lui expliquer tout ce qu'on fait, toutes les choses qui se passent. C'est vraiment comme ça qu'il va découvrir les choses et qu'il va s'adapter. Alors, pour quel motif est-ce qu'on te consulte le plus ? Il y a de tout. En général, les 2 grands motifs, ce sont les difficultés d'endormissement le soir et les réveils nocturnes. Après, ça peut être les réveils un petit peu tôt le matin, ça peut être la difficulté de mettre en place des siestes en journée, parce que ça, c'est pareil, les siestes, c'est l'enfer chez un grand nombre de parents, c'est normal. Mais qu'est-ce qui est normal, que ce soit l'enfer ou que les enfants ne dorment pas à la sieste ? Un enfant jusqu'à quand les deux, en fait. Le sommeil, c'est étroitement lié aux hormones. Et en fait, quand on comprend le mécanisme hormonal en fait, qui est lié au sommeil, on comprend que en journée, c'est plus difficile de dormir, en fait, tout simplement. Pour dormir, on produit de la mélatonine, l'hormone du sommeil. Et en fait, on en produit la nuit. On n'en produit pas en journée. Et donc, forcément, la mise en place des siestes, elle est plus difficile. C'est normal. C'est tout à fait normal. Pour aider à la mise en place de sieste, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place. Et après... Vas-y, dis-nous. Ouais, alors... Déjà, on va, pendant les 3 premiers mois de vie de l'enfant, on le sait maintenant, c'est le 4e trimestre de la grossesse de la maman. Et donc, en fait, on va apporter à son enfant tout ce dont il a besoin au moment où il exprime le besoin. Il n'est pas question de le laisser attendre, de le laisser pleurer, de quoi que ce soit. Alors, évidemment qu'on va prendre soin de son équilibre mental, de son équilibre psychologique. C'est-à-dire que quand ça fait 3 jours qu'on n'a pas pris une douche et qu'il faut qu'on aille prendre une douche, on va faire en sorte de pouvoir aller prendre une douche. Maintenant, il n'est pas question de le laisser pleurer, il n'est pas question de mettre en place des habitudes, parce que quoi qu'il arrive, la notion d'habitude n'existe pas pendant ce premier trimestre-là. Donc, il ne faut pas avoir peur quand on vous dit « oui, mais tu le portes trop, il va prendre l'habitude que je lui fasse des câlins. Mon Dieu, que c'est grave !» Et puis, de toute façon, l'habitude, elle n'existe pas, donc ce n'est pas un souci. Et puis surtout, voilà, on va le faire dormir autant qu'il en a besoin, quelle que soit la manière, en fait, sans avoir peur, justement, de mettre en place de mauvaises habitudes. S'il s'endort bien dans les bras, on va le laisser dormir dans les bras. Et évidemment qu'il dort bien dans les bras. Il a passé 9 mois dans le ventre de maman avec tout ce que ça implique. Et donc, forcément, d'un coup, d'un seul, le mettre dans son lit, c'est un peu compliqué pour lui. Il a besoin de cette chaleur-là, de cette odeur-là, de ces bruits-là. Il a besoin de tout ça. Donc, on va le laisser dormir là. Et puis, surtout, on va faire en sorte que son enfant il puisse se réveiller à l'endroit où il s'est endormi. Donc, alors je sais que c'est pas toujours évident. Non, mais c'est marrant, ça, tu vois, c'est un des premiers trucs que la sage-femme elle m'avait dit. Et j'avais trouvé ça pas trop bizarre, mais je me dis, mais j'ai jamais entendu ce concept-là de. Alors que pourtant, c'est hyper important. C'est primordial, mais je dis, attends, mais comment je fais alors ? Oui, clairement, oui. C'est sûr que si ça endort dans les bras ou au sein, on est un peu coincé, c'est sûr. C'est là où les écharpes de portage, tout ce qui est, les porte-bébés physiologiques, toutes ces choses-là, elles peuvent vraiment être utiles à ce moment-là, parce qu'on a nos 2 mains de libre. Maintenant, sinon, tant pis, on se pose dans le canapé et puis, on fait une sieste, nous aussi, parce que les nuits, elles sont compliquées à ce moment-là. Et voilà, on en profite pour récupérer. Et en fait, tout simplement, ça va venir créer un lien de confiance. Parce que si votre enfant, il s'endort dans vos bras, mais qu'il se réveille dans son lit, forcément, il va être angoissé, parce qu'il va se demander ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi je suis plus avec maman ? Forcément, il va se réveiller en pleurant. Et puis, en plus, toutes ces émotions négatives, il risque de les associer à son lit. Moi, j'ai des parents qui me disent, dès qu'on s'approche du lit, il se met à hurler. Ah ouais, mais le pauvre, s'il s'endort dans vos bras, qu'il se réveille dans son lit, il a peur de son lit. C'est quand même dommage d'en arriver là. Donc, on va vraiment créer ce lien de confiance. Et puis surtout, on va créer le besoin de dormir, en fait. On va créer cette dynamique-là parce que, justement, il n'y a pas de mélatonine en journée, donc c'est compliqué de faire des siestes. Donc, au départ, il dort tout le temps. Donc, on va entretenir ça, justement, pendant les premières semaines, pendant les premiers mois. Donc, on les laisse dormir. Et puis, donc, on les laisse dormir autant qu'ils en ont besoin. Et c'est vraiment ces 2 choses-là, en fait, qui sont importantes. Les faire dormir autant que possible et les laisser se réveiller à l'endroit où ils se sont endormis. Et puis ensuite, tout doucement, déjà, le sommeil sera plus facile en journée.
Et puis, on va entretenir ça le plus possible, en fait, tout au long du temps, plutôt que de vouloir absolument se dire, non, maintenant, il faut qu'il dorme dans son lit, je le mets dans son lit. Surtout si on fait ça la journée, sans mélatonine, je peux vous assurer qu'à 90% de chances qu'il ne s'endorme pas dans son lit. Et puis, il va être fatigué. Et puis, s'il loupe des siestes, il va être très fatigué. Un enfant qui est trop fatigué, c'est un enfant qui n'arrive pas à s'endormir. Un enfant qui lutte contre le sommeil, mais il est fatigué, mais il ne veut pas s'endormir. C'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il ne peut pas. Il est trop fatigué. Et en fait... le risque derrière, c'est de rentrer dans une dette de sommeil. Et la dette de sommeil, c'est compliqué. On a du mal à s'en sortir. On s'en sort, mais c'est difficile. Une dette de sommeil, ça se caractérise très bien. C'est un enfant qui ne fait, pour ainsi dire, plus de sieste, qui a énormément de difficultés à s'endormir, qui se réveille énormément la nuit avec des plages de réveil qui peuvent être très longues, jusqu'à 2-3 heures de réveil la nuit, qui se réveille très tôt le matin. Donc là, on parle vraiment de très peu d'heures de sommeil. Et là, la plupart des parents me disent, mais il est fatigué, pourquoi il ne s'endort pas ? C'est une question d'hormones derrière. Il est trop fatigué, il ne peut plus dormir. Et donc là, pour éviter d'en arriver là, on va le faire dormir. Il faut le faire dormir. Qu'importe l'endroit, qu'importe l'heure, qu'importe tout ça, il faut le faire dormir. Le rythme, il va venir après, de manière très naturelle. Entre 4 et 6, voire 7 mois, le rythme s'installe à cet âge-là. Avant, non, c'est normal. Et par exemple, là, tu décris un bébé qui a 2 ans, un enfant d'ailleurs, c'est plus trop un bébé, qui a exactement ça, là, qui a une dette de sommeil. Là, c'est possible de rectifier aussi ? C'est toujours possible de rectifier. C'est plus rare, les dettes de sommeil à cet âge-là. D'accord. C'est beaucoup plus rare. En général, ça touche vraiment les plus petits parce que les parents ont voulu absolument mettre en place des habitudes vite. Et malheureusement, on se tire une balle dans le pied parce que c'est plus difficile. Pour les plus grands, en général, les dettes de sommeil, c'est beaucoup plus rare. Mais oui, on peut s'en sortir, bien sûr, on peut toujours s'en sortir. Mais c'est bien pour les parents. Et alors, j'ai toujours été interpellée par les parents qui disaient avec beaucoup de fierté, et je n'ai pas du tout un jugement, qui te disent moi, elle a fait saigner au bout de 3 semaines, au bout de 2 semaines. Ouais. Ça aussi, c'est quand même possible que les bébés bien sûr, puissent... c'est possible. Évidemment, c'est possible. Tous les enfants sont différents. Voilà. Donc oui, certains dorment très bien très tôt. D'autres, non, ça leur prend plus de temps. Ils ont besoin qu'on mette en place d'autres choses. On a tous des sensibilités différentes. Certains sont extrêmement, justement, sensibles à toutes les émotions, extrêmement perméables à tout ça. Et donc, on le dit, les enfants sont des éponges. Et c'est littéral, un enfant, c'est une éponge. Et donc, si les parents sont un peu stressés, lui va l'être. Le stress, ça empêche de dormir. Donc, il va y avoir de la difficulté, il va y avoir plus de choses. C'est normal. Il y a des enfants, en effet, à 3 semaines, ils dorment 8 heures d'affilée. Maintenant, la plupart de ces enfants-là, je veux le dire quand même, arrivés aux alentours de 4 mois, on connaît la première régression du sommeil, qui est physiologique et qui est normale. Ces enfants-là, ça marche plus très très bien. Et ils commencent à se réveiller la nuit, et ils ont du mal à s'endormir le soir, et c'est plus difficile. C'est normal, c'est pas grave. On va mettre en place des nouvelles choses, puis on va l'aider à mieux dormir. Mais le sommeil, c'est pas une science exacte. Et puis surtout, rien n'est définitif. C'est pas parce que votre enfant fait super bien saigner à 3 semaines que dans 2 mois, ça sera toujours le cas. Et tu dis que donc c'est pas une science exacte, c'est adapté à chacun, chaque situation. Exactement. Évidemment. Donc, alors les régressions dans le sommeil, il y en a combien jusqu'à 6 ans ? Alors, il y en a une, la première est à 4 mois. Ensuite, on en a une aux alentours de 8-10 mois avec l'angoisse de la séparation. Il y en a une aux alentours de 12 mois avec les premiers déplacements, puis 18 mois avec la deuxième angoisse de la séparation. Celle-là, elle est malheureusement trop méconnue, mais il y a une deuxième angoisse de la séparation. Et à 24 mois avec l'acquisition du langage. Sans oublier toutes les régressions qui peuvent être liées au vaccin, aux dents, aux maladies. Et puis la dernière, qui est la plus dure, c'est celle avec l'entrée à l'école. L'école maternelle, c'est un environnement qui est très violent pour les enfants et ça entraîne une régression du sommeil. C'est normal. Oui, donc en fait, vraiment jusqu'à 6 ans. C'est ça, on ne dort pas, il faut oublier. Non, t'es en train de nous expliquer. Le secret, c'est justement de mettre en place des habitudes qui fonctionnent bien pour toute la famille. Et quand on a réussi à mettre en place des bonnes bases, on peut traverser justement toutes ces tempêtes que sont les régressions du sommeil. Et ça passe, en fait. Une régression, ça passe de manière naturelle au bout, soit de quelques jours quand on est chanceux, soit quelques semaines pour les cas les plus compliqués. Mais ça passe. Alors, je voudrais juste préciser quelque chose quand tu parles des habitudes. On est toutes les deux évidemment d'accord qu'on ne parle pas de laisser pleurer 5 minutes, 10 minutes. Jamais. 15 minutes. Alors, jamais, absolument pas. Il n'est absolument pas question de laisser pleurer un enfant pour qu'il s'endorme. Après, on rentre dans tout un schéma, mais des méthodes pour faire dormir bébé, il en existe plein. Moi, c'est pas du tout comme ça que je travaille. Absolument pas. Tout simplement parce que, comme on le disait il y a 2 minutes, tous les enfants sont différents. Et donc, mettre en place une méthode écrite, militaire, pour tous les enfants, ça fonctionne pas. C'est pas possible.
Un enfant a besoin d'un accompagnement qui lui est adapté à l'instant T, selon son âge, selon ses besoins, selon son histoire. On remonte à l'accouchement, parce que parfois certains accouchements sont traumatisants, pas que pour les mamans, pour les enfants aussi. Donc il y a énormément de choses à prendre en compte. Et puis la fratrie, la composition de la famille. Est-ce que c'est une famille recomposée ou pas ? Il y a énormément de choses à prendre en compte. Et de toute façon, laisser pleurer un enfant pour lui apprendre à dormir, c'est absolument pas constructif du tout, parce que, encore une fois, ça vient créer de l'insécurité. Et oui, probablement qu'il va finir par s'endormir, bien sûr, mais dans quelles conditions ? Et puis surtout, sur le long terme, ça fait un enfant qui n'a pas confiance en lui, et puis ça implique énormément de choses. On n'est pas obligé de laisser pleurer son enfant pour l'aider à dormir, absolument pas. On met en place au contraire un accompagnement, énormément d'empathie, énormément de bienveillance, de la douceur, une énergie qui est très positive. C'est le meilleur moyen pour montrer à son enfant que t'es capable, j'ai confiance en toi. Et il ne faut pas hésiter à lui dire que oui, t'es capable. Ben ouais, cette nuit ça a été dur, mais c'est normal, ça arrive, on a tous des nuits difficiles. Eh ben, c'est pas grave, la nuit suivante, ça se passera mieux. Et de toute façon, papa et maman sont là et on répondra à chacun de tes besoins. N'écoutez personne qui vous dit « laisse-le pleurer un petit peu, ça lui fera du bien ». Ce n'est pas vrai. Ça fait 5 fois qu'elle appelle, on est crevé. 5 fois que je me lève, la 6e fois, oh c'est bon, c'est pas grave, cette fois je me lève pas, c'est bon. Sauf que le matin, on se rend compte qu'en fait elle a vomi dans son lit. Et là, oh mon Dieu, on se sent tellement mauvais parents. Et non, allez voir vos enfants quand ils vous appellent, c'est important pour eux. Et puis tout doucement, selon les situations, on met en place des choses justement pour les aider à gérer tout ça, parce que c'est souvent les réveils nocturnes, ça dépend soit de la façon dont l'enfant s'est endormi, c'est-à-dire que s'il s'endort dans vos bras, au sein, sur le transat, en poussette, même parfois en voiture, enfin voilà, quelle que soit la circonstance, si ensuite cet environnement-là, il change, ça va être générateur de réveil nocturne. C'est la première chose. À partir du moment où on le sait, soit on met en place un environnement qui ne bouge pas, ça peut être du cododo, ça peut être un enfant qui est collé à maman toute la nuit, si c'est vraiment la meilleure manière pour lui de dormir, on le sait, on fait avec. Ça ne convient pas, ok, on met en place d'autres choses qui conviennent, c'est pas un souci. Et en fait, à partir du moment où on arrive là, s'il y a toujours des réveils nocturnes, ça peut être parce qu'il a faim, s'il est tout petit, il a besoin de manger. Il y a cette idée qui dit qu'à partir de 6 mois ou 6 kilos, il n'a plus besoin de manger la nuit. C'est très catégorique de dire ça. À partir du moment où bébé n'a pas ses 3 repas solides en journée, la nuit, il peut avoir faim. Donc à ce moment-là, c'est important de lui donner ce dont il a besoin. Et puis au-delà de ça, pour les enfants qui sont au sein, c'est pas que nutritif, c'est affectif. Et si maman, elle aime ce moment-là, qu'elle continue autant qu'elle en a envie, c'est pas un souci. Et puis après, ça peut être simplement parce qu'on a un rythme de vie aujourd'hui qui est extrêmement lourd. On part tôt le matin pour aller travailler, on rentre tard le soir. On passe très peu de temps avec nos enfants. Et la nuit, oui, ils se réveillent parce qu'ils ont besoin d'un bisou, besoin d'un câlin, besoin de voir maman, besoin de voir papa. Et puis, c'est comme ça. C'est comme ça et c'est important de leur donner de l'affection à ce moment-là. Ouais, même si c'est dur et que c'est fatigant, ils en ont besoin. C'est marrant ce que tu dis parce que je me déplace beaucoup, beaucoup trop d'ailleurs. C'est vraiment un des trucs que je vais arrêter de faire. Mais quand je rentre le soir, que j'ai pris l'avion, que j'arrive à 22h30, 23h, ma fille, elle se réveille au moment où je rentre. Elle a un radar. Non, mais moi, j'ai aucun souci avec ça. Ça me fait plaisir et je lui fais un câlin. Mais c'est drôle de voir à quel point elle a un 6e sens. Elle sait et elle vient me solliciter. Après, moi, je suis ravie. Je lui fais des câlins. Mais c'est fou comment t'as raison. Ils viennent nous solliciter dans les moments où ils savent qu'on va être là, quoi. Ouais. Puis moi, je l'ai constaté également. C'est-à-dire que quand j'étais interprète à langue des signes, j'étais en télétravail. Bizarrement, mais en tout cas, j'étais en télétravail. Donc, j'étais à la maison et ça se passait plutôt bien. En termes de sommeil, pour mon fils, ça allait bien. Puis ensuite, avec ma fille, j'étais à la maison. Elle se réveillait pour téter, mais c'était autre chose. Arrivée ici, tout roulait bien. Et puis quand j'ai commencé à travailler, justement, à me déplacer chez des familles pour discuter du sommeil de leurs enfants, les parents travaillent. Donc les déplacements, souvent, c'est en fin de journée. Donc ça fait que je suis pas là. Je suis pas chez moi le soir pour dîner. C'est pas moi qui couche mes enfants. Ils ont un super papa qui est présent, qui s'occupe d'eux, mais maman, elle est pas là. Et puis ma fille, ça a été compliqué pour elle. On a eu des régressions un peu difficiles et puis on a réussi à mettre en place des petites choses. Et de toute façon, maintenant, le rituel, c'est quelle que soit l'heure à laquelle je rentre, je vais faire bisous et câlins. C'est nécessaire. Et depuis, ça va mieux. Mais ils ont besoin de ce moment-là. Ouais, non, mais c'est sûr. Tu parlais juste avant pour les mamans qui allaitent et qui, au bout de parfois
beaucoup de mois, il y a encore toute la nuit des sollicitations. Il y en a, j'en connais certaines qui sont épuisées, qui n'en peuvent plus, parce que comme tu dis, là, c'est des tétés câlins, plus que des tétés... qu'est-ce qu'on peut mettre en place, là, pour ces cas-là ? En général, tout dépend de l'endormissement de l'enfant. Les enfants qui se réveillent beaucoup la nuit pour téter, ce sont des enfants qui s'endorment sur le sein. Oui. Voilà. Et là, ce qu'il faut réussir à faire, c'est réussir à dissocier justement le sein de l'endormissement pour qu'il puisse apprendre à s'endormir par lui-même et donc la nuit, réussir à enchaîner ses cycles de sommeil sans avoir besoin de maman pour se rendormir. Et là, en général, quand on fait ce travail-là, les réveils nocturnes, je ne vais pas dire qu'ils disparaissent parce que je ne peux pas promettre une chose pareille, mais ils réduisent vraiment, il y en a beaucoup moins. Après, il peut en rester 1 ou 2. Et là, à ce moment-là, oui, ils sont affectifs. Et puis, soit, au lieu de 5, 1, ça convient. Et donc, à ce moment-là, oui, on continue parce que c'est agréable. Soit vraiment, la fatigue est trop importante. Et à ce moment-là, on parle de sevrage nocturne. Mais il faut vraiment que ça soit la volonté à ce moment-là des parents. Pour ces mamans sur l'allaitement, parce que c'est vraiment, je pense, quelque chose d'assez particulier. Tout à fait. Est-ce que quand il y a le cododo, ça change quelque chose dans la donnée ou pas du tout ? Ça dépend des cas, ça dépend des enfants. Là, c'est vraiment très aléatoire. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui s'endorment sur le sein en cododo. Et puis, maman le sait, elle s'adapte. Et donc, oui, elle va se coucher à 20h30, 21h avec son enfant. Je le dis, moi, je me couche à 21h. Voilà. Ne culpabilisez pas. Et je me rends compte que je fais des bien meilleures nuits. Mais voilà, si ça convient, il n'y a aucun souci comme ça. Et donc, bébé est collé au sein toute la nuit. Et de lui-même, il sait le faire. Il tétouille quand il en a besoin. Il se rendort, ça ne réveille pas maman. Ça convient à l'équilibre familial. Continuer comme ça. Il y a d'autres mamans qui ont le sommeil plus léger et donc le moindre mouvement de bébé, ça va la réveiller. Et donc derrière, elle dort très mal. Et même si lui, au final, il est bien, il a son tété à disposition quand il en a besoin. Mais maman, pour elle, c'est plus compliqué. Elle est très fatiguée. Donc à ce moment-là, le cododo, c'est pas une solution. Parce que quand maman est trop fatiguée après en journée, c'est difficile d'assurer. Et donc à ce moment-là, on peut réfléchir à d'autres choses. Et dans tous les rituels que tu expliques et que tu donnes aux parents, ça se passe comment ? Tu fais d'abord un long entretien pour connaître quoi comme... pas des critères, mais de quoi tu as besoin de savoir dans le contexte ? Alors en fait, mes rendez-vous durent en moyenne 1h30. Donc c'est relativement long quand même. Et en général, la première demi-heure, 45 minutes, c'est un bombardement de questions. J'ai besoin de savoir comment s'est passé l'accouchement, comment s'est passée la grossesse, comment s'est passé l'accouchement, dans quel contexte est arrivé l'enfant. Est-ce que l'enfant est là à ce moment-là ? Pas nécessairement. Okay. Quand ils sont plus grands, ça peut être intéressant parce que justement, ils comprennent pas mal de choses et ils se disent « Oula !» il y a quelque chose que papa et maman ils veulent changer au niveau du sommeil, qu'est-ce qui se dit ? Quand ils sont plus petits, non, c'est pas nécessaire. On discute de l'alimentation de l'enfant. Est-ce que au niveau de la santé, tout va bien ? Est-ce qu'il est gardé ou pas ? Est-ce que c'est maman qui s'occupe de lui toute la journée ? Papa, mamie, nounou, la crèche ? Il y a tous ces éléments-là qui rentrent en compte. Est-ce qu'il y a des frères, des sœurs ? Comment est-ce qu'il dort ? Est-ce qu'il est en cododo ? Est-ce qu'il a un lit à barreaux ? Est-ce qu'il a un lit au sol ? Est-ce qu'il est dans sa chambre ? Est-ce qu'il partage la chambre des frères et sœurs ? Il y a énormément d'aspects en fait autour du sommeil qui sont importants à prendre en compte. Donc déjà, on dégrossit tout ça. Une fois que tous ces éléments-là, je les ai en main, je peux demander aux parents quels sont leurs objectifs. Si on me dit qu'à 4 mois, je veux qu'ils dorment 12 heures, je vais répondre que c'est pas possible. Là, je peux absolument pas vous promettre une chose pareille. En revanche, on peut commencer à mettre en place des choses maintenant pour espérer atteindre cet objectif d'ici plusieurs mois. Voilà, vaut mieux être clair dès le départ. Donc tu demandes aux parents leur objectif. Tout à fait. Oui, je leur demande. Parce que parfois on me dit, il se réveille 2 fois la nuit, ça me dérange pas. C'est surtout le soir, je mets 2 heures à l'endormir ou c'est compliqué. Ok, donc à ce moment-là, on travaille là-dessus. Parfois c'est surtout le matin, il se réveille à 5 heures, c'est dur. Ou alors, la nuit ça va, mais c'est les siestes, c'est compliqué. Je leur demande leur objectif. À partir de là, je pourrai leur expliquer s'il est réaliste ou pas. Et en fonction de ça, on va mettre en place ensemble, c'est vraiment ensemble, un plan d'attaque, si on peut dire ça comme ça. Justement, on va mettre en place les choses qui sont adaptées à l'enfant, à la famille, à la vision des choses. Et c'est vrai que la grande majorité des cas, on me dit « Je veux pas qu'il pleure ». Il pleurera pas, c'est pas un problème. Il pleurera peut-être un petit peu, mais quoi qu'il arrive, vous serez là et on le laissera pas pleurer tout seul. Jamais. Oui, c'est ça le principal. C'est surtout ça le principal. Et donc justement, quand tu parles du plan d'attaque, est-ce que là, tu inclus l'enfant ? Est-ce que là, tu lui dis, je suis ici pour parler de toi, de ton sommeil ? Est-ce qu'il y a une approche avec lui ? C'est pas moi qui fais ce travail-là. Ce sont les parents qui font ce travail-là. Et je leur explique toujours qu'ils doivent justement expliquer ça à leur enfant, expliquer ce qu'ils vont mettre en place, pourquoi on le met en place, dans quel objectif, et que quoi qu'il arrive, il sera pas tout seul tout au long de ce processus-là. Les réveils nocturnes, ça peut traduire donc une régression ? Oui.
un besoin, alors en fonction de l'âge évidemment, de manger. Oui. Mais si on part sur des enfants qui ont entre 18 mois et 4 ans, on va dire. Pour les plus grands, ça peut dépendre. Donc, comme je disais tout à l'heure, de la façon dont ils se sont endormis. Parce qu'il y a énormément même d'enfants. Encore oui, aussi tout tard. à fait. Ouais, tout à fait. Et alors, quand je parle de l'environnement, donc on parlait des bras, on parlait de la présence parentale, ça peut être un élément qui va provoquer des réveils nocturnes parce que ils ont associé, ils ont créé ce schéma-là, que je ne peux pas m'endormir tout seul. Maman ou papa doit être là. S'ils ne sont pas là, il y a danger. Je ne peux pas, je ne suis pas en sécurité. Donc, forcément, la nuit, quand ils se réveillent, entre ces cycles de sommeil, on a un micro-réveil, c'est physiologique. Nous aussi, on ne se rend même plus compte, on replace le bras sous l'oreiller, on se rendort, c'est réglé. Mais si on s'endort, si vous vous endormez avec votre conjoint, votre conjointe, que vous vous réveillez au milieu de la nuit puis qu'elle n'est plus là, c'est pas faux, oui. Premier réflexe, hop, étoile de mer dans le lit. Et puis après, il est où ? Mais il est où ? Elle est où ? Qu'est-ce qui se passe ? Votre enfant, c'est pareil. Donc maman n'est plus là, papa n'est plus là, je ne sais pas m'endormir tout seul. Maintenant, je suis réveillée, donc j'ai besoin d'eux pour me rendormir. Donc il y a cet élément-là. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi toutes ces veilleuses magnifiques qui font des étoiles au plafond, qui font des jolies musiques, l'enfant s'endort avec. Mais quand il se réveille entre ces cycles de sommeil, il n'y a plus les étoiles au plafond, il n'y a plus la musique. À ce moment-là, il est réveillé. Et donc, on met en place plein de choses, des beaux mobiles, des jolies choses, mais qui finalement vous tirent une balle dans le pied en fait en faisant ça. Toutes ces choses-là, elles sont super. Au moment du rituel, le matin, au réveil, les mobiles, c'est stimulant. Donc le soir, au moment de l'endormissement, c'est pas ce qui est le plus judicieux. En revanche, le matin, le temps que moi je me réveille, que je m'enfile un pyjama, quelque chose, je lui mets son petit mobile et voilà, c'est stimulant, il le découvre, il se réveille en douceur, mais pas pour l'endormissement. Ça, il peut y avoir des cauchemars. Il peut y avoir partir de quand c'est les cauchemars ? Les cauchemars, à partir de 2 ans à peu près, il peut y avoir des cauchemars. 18 mois, c'est un petit peu tôt. 2 ans, il peut y avoir des cauchemars. Puis il peut y avoir des terreurs nocturnes aussi. Alors, c'est quoi la différence entre un cauchemar et une terreur nocturne ? Alors, en fait, la terreur nocturne, c'est une forme de somnambulisme. D'accord. Le cauchemar, pas du tout. Le cauchemar, il arrive souvent en fin de nuit. Et donc, il se réveille en criant, il appelle papa et maman, et puis il est réveillé. On peut avoir une discussion avec lui où il y a le monstre, j'ai eu peur, ceci, cela, d'accord, oui, c'est difficile, oulalalala, gros câlin, ça va mieux, il se rendort, tout va bien. Le lendemain matin, il s'en souvient. Cette nuit, j'ai fait un cauchemar, oui, c'était difficile, c'est vrai, ok. La terreur nocturne, elle arrive en début de nuit. Elle peut arriver 2 à 3 heures après l'endormissement, et en fait, l'enfant il peut être allongé, il peut être assis, il peut même être debout, il peut avoir les yeux ouverts, mais il dort. C'est très perturbant pour les parents. En plus, moi, c'est une situation que j'ai connue avec mon premier, qui nous a fait des terreurs nocturnes à répétition 2-3 fois par nuit, toutes les nuits. Et en fait, c'est très compliqué parce qu'en général, il peut chouiner, il peut hurler, et si on intervient, il hurle encore plus fort. Et là, il n'y a rien à faire, en fait, il a les yeux ouverts, mais vous pouvez agiter ce que vous pouvez devant ses yeux. Il réagira pas, en fait. Si on le touche, qu'on lui parle, ça peut l'énerver encore plus. C'est terrible. Une terreur nocturne, elle peut durer 2 minutes. Elle peut durer une demi-heure pour les plus longues. Et en fait, ce qu'on a tendance à faire à ce moment-là, c'est de réveiller son enfant parce qu'on se dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qui lui arrive ? Et s'il lui arrive, c'est pas possible. Donc, on va le réveiller. Et en fait, le risque qu'on rencontre à ce moment-là, c'est que non seulement il va s'en souvenir, alors que si on le réveille pas, il va se rendormir de lui-même et il s'en souviendra pas. Alors que c'est super dur, n'empêche, quand t'es parent. C'est très très dur. Et oui, surtout quand on sait pas exactement ce que c'est. Enfin voilà, moi les premières, j'ai réveillé mon fils, je savais pas ce que c'était. Et en fait, le matin, il peut s'en souvenir. Et j'ai déjà rencontré des cas d'enfants qui ne veulent plus aller dormir à cause de ces terreurs nocturnes-là, parce qu'ils se font réveiller toutes les nuits par leurs parents, des parents inquiets, tétanisés face à leur enfant. L'enfant se réveille, lui, il dormait, hein. Il a aucune conscience de ce qui se passe. Et il a en face de lui une maman ou un papa qui est complètement paniqué. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe des choses bizarres la nuit quand je dors. Je veux plus aller dormir. Il se passe ça comme risque. Le second risque, c'est que il recommence sa nuit. Et donc, 2 à 3 heures après, il peut recommencer sa terreur nocturne. Ah oui, vu que c'est ce que moi j'ai rencontré. Après l'endormissement. Exactement. Et donc là, c'est très compliqué. La terreur nocturne, elle peut être provoquée par une trop grande fatigue, par un changement d'habitude un peu trop brutal, par un rituel qui n'est pas tout à fait mis en place ou par un trop plein d'écrans. Les écrans, c'est terrible. Ça provoque des cauchemars, ça provoque des terreurs nocturnes. Donc, on va vraiment essayer de stabiliser ça au maximum. Et puis, normalement, dans la grande majorité des cas, les terreurs nocturnes, ça arrive une fois par-ci, par-là. Parce que la journée était un peu stressante. Ça ressort comme ça la nuit. Idéalement, en tant que parent, on va essayer d'accompagner son enfant, de faire en sorte qu'il se calme. Quand vraiment on peut rien faire, on reste là, on reste à côté pour s'assurer qu'il se fait pas de mal, qu'il va pas se lever, aller je sais pas où dans la maison. Il est en sécurité, il se rendort tout seul.
on peut retourner se coucher et le lendemain matin, vous pouvez être sûr que il a complètement oublié. Vous pouvez lui demander, ça a été cette nuit ? Oui, ok, tout va bien. Bon, tant mieux. Oui, ouais. Ok. Et on sait ce qui déclenche, c'est ça, les écrans, les terreurs nocturnes, elles sont déclenchées par quelque chose. En général, ouais. Parfois, on se demande d'où ça vient et ça peut être un stress provoqué par l'école. Comme je disais tout à l'heure, c'est un environnement qui est très violent pour les enfants, l'école. Donc, ça peut être quelqu'un qui pousse, un enfant qui pousse un peu beaucoup, un enseignant qui crie un peu. Ça vient créer de la tension qui va ressortir comme ça. Une séparation des parents, une trop grande fatigue. Vraiment, paradoxalement, ça va créer des nuits très compliquées, les terreurs nocturnes. Et puis les écrans, vraiment les écrans. Et alors, donc, après 6 ans, ou 5 ans, je sais... Entre 5 et 8 ans. C'est une grande fourchette. D'accord. Et donc, tu n'as plus de consultation, finalement, les gens, une fois que c'est acquis, ou il y a encore des problèmes de sommeil ? Il peut y en avoir, mais à ce moment-là, c'est plus de mon ressort. C'est de la pathologie, tu veux dire ? Oui, il se passe quelque chose. C'est ça, exactement. Là, il faut aller consulter vraiment un médecin pour réfléchir exactement à d'où ça vient. D'accord. En général, jusqu'à 8 ans, on peut travailler sur le sommeil d'un enfant en fonction justement, à partir de 5 ans, c'est plus délicat parce qu'il faut réfléchir justement à cet aspect-là. Est-ce que c'est pathologique ou pas ? Si c'est une question d'habitude, je peux intervenir. Si c'est pathologique, à ce moment-là, je réoriente vers des professionnels adaptés. Il y a une chose dont on n'a pas parlé aussi par rapport au lit. Tu disais qu'il y a des enfants qui refusent d'aller s'endormir. Il y a aussi parce que parfois, sans s'en rendre compte, les parents punissent ou expliquent que tu vas aller dans un... Si t'es pas comme... je ne saurais même pas le dire, tu vois. Si t'es pas sage, tu vas aller dormir, tu vas dans ta chambre. Donc là, c'est pas bon parce que l'enfant, il associe le sommeil à quelque chose de négatif. Alors, je t'avoue que j'ai jamais rencontré ce cas-là. Jamais. Et pourtant, j'en ai rencontré des cas, mais ça jamais. Mais en effet, non. Ne pas faire ça. Ne pas faire ça parce que le lit, ça doit être associé à un endroit de détente, à un endroit agréable, à des émotions positives. Si on associe son lit à des émotions négatives, évidemment qu'après, ça crée des troubles de sommeil. Oui, tout à fait. Et d'une manière plus générale, faites jouer vos enfants dans leur chambre. Ça peut paraître bête, dit comme ça, mais voilà, nos enfants, on leur fait des chambres Pinterest. Elles sont magnifiques, elles sont superbes, mais on joue dans le salon, on fait dodo dans la chambre de papa et maman, et puis finalement, sa chambre, bébé, il la connaît pas si bien que ça. Et puis le jour où on se dit, ok, il est temps qu'il aille dormir dans sa chambre, il arrive dans sa chambre, il la connaît pas. Ça peut être source d'angoisse, ou alors, waouh, elle est trop belle, et donc il est hyper stimulé et il veut plus dormir. Donc faites en sorte que vos enfants jouent dans leur chambre, que ce soit un environnement qui soit positif, qui soit agréable pour eux, et derrière, ça va vous aider. C'est vrai, non mais tu me dis ça, je me dis qu'on passe peu de temps dans sa chambre en fait. On passe jamais en fait de temps dans les chambres. C'est vrai. Ouais. Et qu'est-ce que tu dis aux parents ? Parce que moi, par exemple, au début, on faisait un peu de cododo, après on a arrêté. Maintenant, on fait vraiment du cododo parce que je vais te donner mon exemple, mais mon conjoint est parti 12 jours au Japon. Et le jour où il est rentré, elle a commencé à venir dans notre chambre et dans notre lit. Elle voulait jamais, avant ça l'intéressait pas. Et depuis ce moment-là, maintenant, elle reste avec nous. Moi, je préfère qu'elle dorme avec nous plutôt qu'elle me réveille toutes les nuits. Et donc ça, c'est très personnel à chacun. Tout à fait. Et en fait, toi aussi, dans ton questionnement, tu leur demandes ce qui les dérange ou pas, c'est ça ? Tout à fait, ouais. C'est ça. T'as beaucoup de familles qui... En fait, ma question, c'est est-ce que le cododo, ça change quelque chose dans l'approche du sommeil ? Est-ce que t'as beaucoup de familles qui ont des problèmes avec le cododo ou du coup, non ? Non. Le cododo, c'est pas une variable vraiment qui est déterminante en fait en termes de troubles de sommeil. Donc qu'on fasse du cododo ou non, c'est ça. Il y a autant de troubles du sommeil pour les enfants. Oui, tout à fait. Ah, mais voilà, c'était ça ma question. Ah non, les enfants, qu'ils soient dans leur lit ou dans le lit parental, c'est propre à chacun en fait. Comme je disais tout à l'heure, il y en a pour qui ça fonctionne très bien le cododo, et donc on fait du cododo jusqu'à ce que l'enfant de lui-même dise j'aimerais bien dormir dans ma chambre, dans mon lit. Ok, tout va bien comme ça. Et puis dans d'autres cas, non, souvent c'est le sommeil des parents qui est plus léger, et puis ou alors le lit qui est pas adapté, ou alors l'un des parents qui dit oui mais non quand même, moi j'aimerais bien avoir mon lit d'amoureux à moi. Et donc à ce moment-là, il faut mettre en place d'autres choses. Mais en soi, non, le cododo c'est vraiment propre à chacun. C'est un choix qui est très personnel et qui en fait, c'est comme toute habitude. C'est comme l'endormissement au sein, c'est comme tout ça. À partir du moment où c'est un moment que vous aimez en tant que parent, qu'un moment qui est agréable avec votre enfant, continuez. Et ne laissez personne vous dire « Oh mon Dieu, c'est à cause de ça qu'il dort pas. » Chut. J'aime ça, je continue, laissez-moi tranquille. Et le jour où vous vous dites « Ok, là c'est bon, maintenant j'aimerais bien récupérer mon lit, j'aimerais bien... » Ok, donc là à ce moment-là, on va aider son enfant à tout doucement intégrer son lit, mais... En attendant, laissez-moi faire. C'est dur, c'est de dire stop à l'entourage. C'est dur, mon Dieu que c'est dur.
Tu sais, il y avait un truc dont je voulais parler sur le sommeil parce que j'ai eu cette expérience. Donc, ma fille a été diagnostiquée avec l'asthme du nourrisson, donc beaucoup de voies respiratoires encombrées. Voilà. Et en fait, donc on l'a mis, comme tous les enfants, sous Flixotide et Ventoline. Eh ben, il y a aucun médecin quasiment qui ne vous le dit, mais il y a des effets secondaires sur le Flixotide. Et nous, quand on a commencé à lui donner, elle ne s'endormait pas. Mais c'était jusqu'à minuit, on allait en voiture. C'était horrible. La pauvre, elle hurlait. Franchement, c'était horrible. Je me suis dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Ça a duré 2 semaines, la pauvre. Jusqu'à ce que j'aille sur Internet pour dire effets secondaires du Flixotide. Et c'est des études canadiennes qui l'ont fait, qui sont très intéressantes. Vive les Canadiens. Voilà, et qui expliquent que pour un certain pourcentage d'enfants, donc c'est pas tout le monde, il y a des enfants sous Flixotide, ça pose pas de problème, mais pour certains, ça leur donne beaucoup de cauchemars et ça les empêche de dormir. Et le jour où j'ai compris ça, j'ai arrêté le Flixotide, elle a commencé à redormir. Et ça m'a fait vraiment de peine de me dire, mais pourquoi les médecins, ils nous préviennent pas? Pourquoi est-ce qu'on nous explique pas, quand on donne un médicament à nos enfants, vérifiez le sommeil, dites-nous s'il y a des effets secondaires, parce que ça aussi, c'est un paramètre à prendre en compte sur le sommeil. Mais malheureusement, le milieu médical, autant les médecins sont super pour diagnostiquer les maladies, pour les soigner, autant pour tout ce qui est autour du sommeil, la formation médicale, elle n'existe pas. Non, c'est ça, elle est inexistante. Et donc, dans la grande majorité des cas, moi, les parents que je rencontre, évidemment qu'ils ont été demandés à leur pédiatre comment on fait, comment je peux faire pour aider mon enfant à dormir. Et en général, la réponse qu'ils ont eue, c'est laissez-le pleurer. En général. Je dis pas tous les médecins, je vais pas me faire taper dessus. Mais dans la grande majorité des cas, c'est ça. Et j'ai même eu une maman un jour qui m'a dit, mais si je la laisse pleurer, elle vomit. Le médecin lui a répondu, laissez-la dans son vomi, elle comprendra. Mais là, on parle de maltraitance. On ne laisse pas un adulte dans son vomi, on laisse pas un bébé, on laisse personne dans son vomi, en fait. Même un animal, on le laisse pas dans son vomi. S'il vous plaît. Donc non, et c'est vrai que malheureusement, autour du sommeil, mais c'est comme les vaccins. Il y a énormément de vaccins qui provoquent des troubles de sommeil. On ne nous prévient pas. Ouais, mais c'est ça. Après, si en connaissance de cause, on fait chacun ses choix. Exactement. Je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas prendre le Flixotide, pas du tout, mais juste de savoir que ça a des impacts sur certains enfants et qu'il y a des médicaments. Parce qu'il y a ça aussi, les parents parfois ne s'en rendent pas compte qu'ils ont tout essayé. Mais il y a des choses plutôt simples, en fait, qu'il faut juste éliminer. Et le sucre aussi, non? Le sucre, mais bien sûr, le sucre, ça empêche de dormir, littéralement. De toute façon, le sucre, c'est déconseillé avant 3 ans. Dans les recommandations, c'est 0 sucre jusqu'à 3 ans. On sait bien que c'est compliqué, mais c'est comme les écrans. Normalement, c'est 0 écran jusqu'à 3 ans. Les écrans, ça va, mais alors le sucre, c'est compliqué. Voilà. Mais si on peut éviter de donner un bonbon ou un truc sucré juste avant le dodo, voilà, c'est des recommandations de base. Ouais, le sucre, ça empêche de dormir. Mais il y a plein d'aliments comme ça. On va favoriser tout ce qui est vitamine B3, ça favorise le sommeil. Donc les aliments qui sont riches en B3, ça favorise le sommeil. C'est quoi alors? On va. Là par contre, il faut aller gratter dans tout ce qui est nutrition. Et là, je t'avoue que. Mais il faut savoir la B3. Ouais, il faut savoir la B3. Je sais que par exemple, donc le sucre, ça empêche de dormir. Les oignons, les choux, ça peut provoquer des gaz, donc des problèmes d'endormissement aussi. Enfin voilà, après, tout doucement avec la croissance, le système digestif se fait. Mais voilà, il y a des petites choses auxquelles on prête pas attention. Les reflux, c'est pareil. Des fois on n'y pense pas, mais on mange de la tomate, hop, du reflux. Aïe, zut, bon pas de tomate alors. C'est tout bête, mais vraiment, des fois ça se joue à rien. Moi j'ai rencontré des situations de sommeil problématiques qu'on a réussi à résoudre en faisant, pour ainsi dire, rien. On a juste allongé le câlin du soir, c'est tout. Plutôt que de dire, ok, ça y est, maintenant c'est l'heure de faire dodo, allez hop, tu vas au lit. Non, on a attendu que l'enfant, lui, se détache de maman, la nuit il se réveillait plus. Ah ouais, des fois, c'est magique. Hein. Ah, mais des fois, c'est vraiment Tant pas mieux. grand-chose. Ouais. Tant mieux. Concrètement, on en a un peu parlé tout à l'heure, mais un bébé qui ne veut que rester dans les bras et pour qui la maman, c'est plus possible, elle a besoin de le poser, qu'est-ce que tu peux mettre en place comme rituel ou qu'est-ce qui... Tu parles d'endormissement le soir? Ouais. Ou en sieste ou on parle d'endormissement. On parle d'endormissement dans les bras ou qui sont plus... Alors après, il faut tout doucement faire en sorte que l'enfant s'habitue à son lit. Donc, c'est-à-dire qu'on va y aller très progressivement. Si maman, elle estime que là, endormissement à bras, c'est terminé parce qu'il fait 10 kilos et que le dos derrière, il ne suit plus, on va lui expliquer que ça y est, maintenant, t'es grand. Waouh, bravo, c'est super. Maintenant, t'es super grand. On va pouvoir te mettre dans ton lit, puis tu vas pouvoir t'endormir dans ton lit. C'est génial. Donc là, quoi qu'il arrive, la mise en place du rituel, elle est hyper importante. Le rituel, il a un rôle vraiment phare dans l'endormissement de l'enfant. Déjà parce qu'il a un rôle quelque part de conditionnement. Quand on commence le rituel, on sait qu'on va arriver 10 minutes, 20 minutes après au moment du dodo. Donc l'enfant, il va passer en mode dodo. Et puis au-delà de ça, l'enfant, il passe des journées en société, que ce soit avec ses parents, avec ses grands-parents, avec la nounou, avec la crèche des enfants de son âge. Et on lui demande de passer 12 heures dans son lit, dans sa chambre. C'est très très long.
Donc, seul, il a tu veux besoin... dire. Oui, c'est ça, seul, hein. exactement. Donc, il a besoin d'avoir ce moment, ce rituel, pour pouvoir remplir ses réservoirs affectifs, être suffisamment en confiance pour pouvoir se laisser aller au sommeil. Ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, on va réfléchir justement à tout ce qui est hormonal. Tout à l'heure, on a parlé de la mélatonine. On sait également que la cortisol, donc qui est l'hormone liée au stress par excellence, cette hormone-là, elle a un effet pervers, c'est qu'elle va venir inhiber la production de mélatonine. Donc, de fait, si on est stressé, angoissé, en colère ou même trop fatigué chez les enfants, on libère de la cortisol, il y a moins de mélatonine, on a plus de mal à dormir. Et à côté de ça, on a l'ocytocine, qui est donc l'hormone qui déclenche les accouchements, mais également l'hormone du bonheur, qui, elle, va chasser la cortisol. Donc en fait, on va jouer avec toute cette balance hormonale-là pour faire en sorte que son enfant soit pas trop stressé, il le sera. Il le sera parce que si ça fait 6 mois, 8 mois, 10 mois qu'il s'endort dans les bras et qu'on lui dit maintenant, il va falloir que tu t'endormes dans ton lit, ça va générer du stress. L'important, ça va être d'être présent pour l'aider à gérer ce stress-là et ne pas le laisser monter trop haut. Donc dans le rituel, l'ocytocine, on la libère en faisant des massages, en faisant des gros câlins. Et c'est vrai pour nous aussi. Quand on nous serre fort, 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 fort dans les bras, les épaules, elles retombent. Et ça, c'est l'effet de l'ocytocine. Et il faut garder ça en tête avec son enfant. Donc, on va dérouler un rituel calme, apaisant, pas stimulant. C'est pas le moment de faire des puzzles, de faire des jeux. On fait ça avant. Et donc, quand on rentre dans la chambre, déjà, le rituel, l'idéal, c'est qu'il ait lieu dans la chambre de l'enfant, dans la chambre où dort l'enfant. Donc, s'il est en cododo, dans la chambre de papa et maman. Et donc, on va peut-être lire une histoire, peut-être chanter des chansons, peut-être dire bonne nuit à la lune, aux peluches, aux animaux. Enfin, voilà, il y a plein de petites activités qu'on peut faire pour les tout-petits. Quand ils sont plus grands, on peut intégrer du yoga, de la méditation, de la sophrologie. On peut mettre en place plein de choses avec les enfants. Et puis surtout, quand ils sont plus grands, on peut leur permettre de nous raconter des histoires, à nous aussi, plutôt que nous. On peut leur permettre à eux de mettre des mots sur ce qu'ils peuvent ressentir. Ça n'a ni queue, ni tête, ni début, ni fin, ni fil, ni rien, mais au moins, ils s'expriment. Et ça, c'est important. Et on va terminer par un massage, un gros câlin, de la respiration koala, ce moment-là où on est vraiment en fusion avec son enfant et on se sent bien. Déjà parce que ça va l'aider à lui, justement, à se sentir bien et détendu pour aller au lit. Et puis, nous, quand ça fait des semaines, des mois que le coucher de son enfant est compliqué, on aborde ce moment-là avec stress, avec angoisse. On transmet à son enfant ce stress-là et donc on se tire une balle dans le pied. Donc en faisant ça, ça nous permet à nous aussi de nous détendre et donc vraiment de procurer un environnement d'endormissement qui soit optimal à son enfant. Et puis, faut le mettre dans son lit. Et donc là, c'est compliqué. Donc là, l'idée, c'est de le mettre dans son lit et de rester avec lui, évidemment, parce que s'il s'endort dans les bras, le poser dans son lit du jour au lendemain, lui dire « Bonne nuit, je m'en vais !» C'est un peu compliqué. Donc évidemment, de rester près de lui et de lui dire « Maman est là, t'inquiète pas !» Et là, on peut mettre en place tout ce qui est en notre pouvoir pour l'aider à s'endormir. On est d'accord que le premier soir, ça ne fonctionnera pas. Le deuxième soir, non plus. C'est normal. Ce ne sont pas des échecs. Tout doucement, on vient créer une habitude. Il faut 3 semaines pour mettre en place une habitude. C'est long, c'est normal. Même pour nous les adultes, il nous faut 20 jours, c'est le corps. Eh oui, c'est comme quand on se décide d'aller à la salle de sport. Bon, voilà, si on y va 2 fois, c'est mort, c'est fichu. Si on se force à y aller au moins 3 semaines, après, c'est plus facile. Et donc là, de toute façon, à un moment donné, il va s'agacer. Il va s'agacer parce que c'est pas un environnement qu'il connaît bien, dans lequel il se sent bien. Quand il s'agace, le but, c'est évidemment de le sortir du lit. Et puis des fois, j'ai des parents qui me disent « On peut le sortir du lit ?» Mais évidemment, sortez-le du lit, faites-lui un gros câlin. Et là, l'idée, c'est justement de contrebalancer cette histoire d'hormones dont je parlais tout à l'heure. Lui faire un gros câlin, lui parler doucement. Il peut pleurer très fort dans vos bras, beaucoup plus que ce qu'il exprimait dans son lit. Et c'est normal. Il se sent bien dans les bras de maman, dans les bras de papa. Et donc, il va décharger tout ça. Alors, on va le laisser décharger tout ça. Ça peut être très long, ça peut être 20 minutes, ça peut être une demi-heure. C'est pas grave. On va le laisser tout décharger. Et une fois que ça y est, ça va mieux. Oh dis donc, c'était difficile. Ok. Là, l'idée, c'est de lui faire un gros bisou, de lui dire ok, tu retournes dans le lit. Et on peut le remettre dans le lit. Il s'agace, on le ressort du lit. On refait un câlin, on peut le remettre dans le lit. Et ça, autant que nécessaire, pas jusqu'à endormissement. Parce que comme je disais tout à l'heure, il s'endormira pas le premier soir, pas comme ça. Mais de faire ça autant que ça vous paraît convenable à vous, en fait. Donc ça peut être 10 minutes, ça peut être 20 minutes, ça peut être 1 heure, selon ce qui est acceptable pour vous et pour votre enfant. Si vous sentez que là, ok, c'est bon, là, ça fait 10 fois que je fais ça, j'en ai marre, j'en peux plus, arrêtez. Et rendormez-le au bras, rendormez-le au sein, rendormez-le comme ce qui est possible, et c'est tout. Et on réessayera demain. Demain, et c'est tout. Et tout doucement, sur le long terme, bébé, il va finir par se chercher une position dans le lit,
gratter ce coin-là du matelas. Ah, en fait, il est tout doux celui-là. Ah, c'est agréable. Et puis tout doucement, il va se faire à cet environnement-là. Il va s'endormir comme ça, très souvent avec un contact physique en premier lieu, parce que ça reste nécessaire en tenant la main. J'ai même une maman une fois qui me disait, il s'endort en me tenant l'oreille dans un lit à barreaux. C'est compliqué, mais elle le faisait parce que c'était ce qui était convenable pour son enfant, c'était ce qui était nécessaire à ce moment-là. Donc on le fait. Et puis ensuite, si ça convient à maman, je pose les mains sur lui. En 5 minutes, il s'endort. La nuit, derrière, elle se passe bien. Bon, on va pas changer. Voilà, on va pas changer une formule qui fonctionne. Donc, on continue. Maintenant, sinon, vraiment, j'aimerais qu'il s'endorme tout seul dans son lit, dans sa chambre. Après, tout doucement, on va mettre en place un éloignement progressif qui reste sur la même base, en fait. On reste près de son enfant quand il en a besoin. Tout doucement, on s'éloigne. S'il rappelle, on revient le voir. On le rassure jusqu'à ce qu'il soit totalement rassuré. On s'éloigne à nouveau, tout doucement. Pour qu'il puisse construire sa confiance en lui, se dire « Ok, même si je suis tout seul, je suis capable. Et puis, si j'ai besoin, quoi qu'il arrive, papa et maman, ils sont là. » C'est vraiment les 2 paramètres qui sont importants à mettre en place. Qu'ils sachent. Quand tu parles de ça, là, ça me fait penser qu'une fois, on a changé de place son lit. Ouais. C'était une catastrophe, en fait. Parce que on a juste réorganisé la chambre, c'était plus simple comme ça, et en fait, ça l'a trop perturbé. Ouais. Donc on a remis. Parfois, il suffit. C'est drôle, c'est censé. Ouais. Après, il y a toutes les notions de feng shui. Est-ce qu'il faut mettre le lit au nord ou pas? Et après, la recommandation la plus simple, ce serait quand on pose l'enfant dans son lit, qu'il puisse voir la porte. Ouais. Voilà. Ça, c'est la recommandation la plus simple. S'il peut pas voir la porte, c'est source d'angoisse. Ok. Voilà. Et pour finir, qu'est-ce que toi, avec tes enfants, tu mets quand même en place comme rituel? Alors, le plus grand, donc il va avoir 9 ans, concrètement, il n'y a plus tellement de rituels. C'est triste, mais ouais, c'est triste. Mais non, de temps en temps, il me dit « Maman, c'est toi qui me racontes une histoire ce soir » et j'adore ce moment-là. Donc oui, on lit une histoire. Et puis après, avec la plus jeune, elle se brosse les dents et puis on va lire des histoires et on termine avec le plus gros câlin du monde, tout simplement. Le plus gros câlin du monde à maman, à Charlie, donc au grand frère, à papa. On allume le lapin, son fameux réveil lapin. Je ne sais pas si tu le connais, ce réveil-là, en fait. Il est d'un côté, il y a un lapin qui est réveillé, qui a son sac à dos, puis qui va faire sa journée. De l'autre côté, il fait dodo, et donc on lui met ce réveil-là. C'est une veilleuse en fait. C'est une veilleuse réveil. En fait, c'est une veilleuse indicatrice de réveil. Ah super. Ça marche bien pour les plus grands. Je mettrai le lien sur. Ouais, bien sûr. L'épisode. Et en fait, ça aide les enfants justement à savoir quand c'est encore l'heure de faire dodo ou quand je peux me lever. Donc on allume le lapin, on vérifie que la veilleuse est bien allumée, on fait un gros bisou, bonne nuit, et puis voilà. Non, c'est pas vrai, elle boit de l'eau aussi. Mon Dieu, si on oublie de boire de l'eau, on peut être sûr que 10 minutes après, maman, on n'a pas bu l'eau. Oui, bien sûr, de l'eau. Oui, ça parce que par contre, ils savent très bien le rituel. Oui, bien sûr. Puis après, pour les enfants justement qui ont besoin de tout ça, l'idéal avec les plus grands à partir de 2 ans, c'est de rendre tout ça visuel. De les rendre autonomes par rapport au coucher, parce qu'ils sont avides d'autonomie. Quand ils arrivent aux alentours de 2 ans, ils veulent faire tout seuls. Et plutôt que de lutter, de dire non, oui, allons-y, fais tout seul. Et donc le coucher, on va faire en sorte que ce soit eux qui le gèrent pour que ça devienne un moment agréable, un moment de jeu, un moment hyper sympa. Et puis donc on va faire des petites frises, on va illustrer le rituel, comme ça ils peuvent voir toutes les étapes. Et puis, on va vraiment mettre toutes les étapes. Donc quand c'est l'histoire, la chanson, le câlin, très bien, le bisou. Puis on va aussi mettre le verre d'eau, on va aussi mettre le pipi, on va aussi mettre le placard quand il faut que le placard soit fermé. Et puis toutes les raisons pour lesquelles votre enfant pourrait vous rappeler. Comme ça, derrière, maman, de l'eau. Ouais, mais t'as vu, t'as déjà eu de l'eau. Puis en plus, t'as ta bouteille juste à côté de toi. Comme ça, tu peux boire toute seule. Du coup, ils n'ont plus de capacité à essayer de à chaque fois revenir. C'est ça. C'est ça. Moi, c'était hyper intéressant. Ah, mais j'espère. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Est-ce que tu as quelque chose que tu veux rajouter ? Si jamais vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à me contacter. J'ai une page internet, j'ai une page Facebook. La moindre question qui vous passe par l'esprit, je serai ravie de prendre le temps de vous répondre. Ah oui, et ce qui est important à dire, c'est que donc, tu es sur la région bordelaise, mais tu fais des consultations, évidemment, avec Skype, FaceTime. Exactement. Oui, je travaille avec des parents de la France, puis même d'ailleurs, de la Polynésie, un peu de partout, de l'Europe, de la Suisse, de la Belgique. On a tous des problèmes de sommeil, concrètement. À partir du moment où on parle français, c'est bon, on peut se parler. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci à toi. Merci à toi. C'était Florence Pinon, la fondatrice de Bébé au Calme. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte. Pour plus d'informations sur le sujet du sommeil, nous vous conseillons ce merveilleux livre « Dormir sans larmes ». Et si vous voulez faire partie de la communauté, rejoignez-nous @ la matrescence. À la semaine prochaine.